Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes factions de Dune. Aujourd'hui, on va donc parler des différentes factions de Dune, essentiellement de celles qu'on peut trouver de Dune à l'Empereur Dieu. Oui, je ne parlerai pas des hérétiques de Dune ou de la Maison des Mers, et que Dieu m'en préserve, surtout pas des bouquins de Brian Herbert. Pour le moment, parler de la saga Atreides est quelque chose qui me tient à cœur. Au vu du temps que ça prend de réaliser et d'écrire ces vidéos, autant faire quelque chose qui me fasse kiffer. Et donc sans plus attendre, je te souhaite une très bonne vidéo. L'empereur Padishah Shaddam IV est le 81e empereur de l'humanité. Il est issu de la maison Corrino qui occupe le trône du lion depuis bientôt 10 000 ans, sans discontinuer. Pour info, le terme Padishah est un terme persan qui veut dire grand roi, et c'est aussi le titre des empereurs iraniens. Shaddam succède à son père après que celui-ci meurt d'un empoisonnement. On raconte que c'est le comte Fenring, meilleur ami de Shaddam, qui aurait commandité cet empoisonnement, permettant à son ami d'accéder au trône plus rapidement. Alors, je ne vais pas vous parler du comte Fenring aujourd'hui. C'est un personnage qui apparaît très peu dans Dune. Cependant, il est vraiment hyper classe. Et en fait, vous en parler, ce serait vraiment vous spoiler un truc super cool en fait. Alors, Shaddam a commandé les Sardaukar, donc c'est un ancien militaire. Il est dur, implacable, tacticien, très intelligent, très imbu de lui-même. Enfin, vous voyez l'idée, c'est ce mec est un bijou quoi. Concernant sa famille, Shaddam est marié à une Bene Gesserit, c'est un mariage arrangé. Cette Bene Gesserit va lui donner 5 filles et le privera par la même occasion d'un héritier mâle. Ce qui veut dire que tôt ou tard, une de ses filles épousera un héritier d'une autre grande maison et le trône du lion sera donc transmis à une autre famille. Ça ne sera plus les Corrino. Enfin, il faut noter que Shaddam ne se déplace jamais sans sa troupe de petits nobliaux, de conseillers, de généraux. Et fait notable tout de même, sa première conseillère est une autre Bene Gesserit, c'est une diseuse de vérité, la révérende mère Gaius Hélène Moyam. L'empereur, malgré tout, se doit d'avoir un rôle assez neutre. Il ne doit jamais intervenir dans les conflits entre les grandes maisons. Il a plutôt ce rôle d'arbitre. Le Landsraad, c'est le rassemblement des maisons nobles majeures ou mineures de tout l'univers connu. Il a un important rôle politique et économique au sein de l'Imperium. Ce rassemblement de nobles est également un contrepoids au pouvoir de Shaddam et de la maison Corrino. Il faut vraiment voir le Landsraad comme la bourgeoisie face au roi. Le Landsraad est assujetti à l'empereur. Il doit respecter ses commandements et règles. Cependant, l'empereur est tout à fait au courant que si toutes les maisons qui composent le Landsraad s'unissaient, cela créerait un réel contre-pouvoir qui serait militairement l'égal de l'empereur. C'est pour cela que dans le livre de Dune, ou en tout cas au tout début, l'empereur voit d'un très mauvais œil le fait que Leto Atreides devienne le porte-parole de toutes les maisons nobles. Du fait que cela quand même représente un énorme pouvoir, qu'il soit économique, politique, religieux ou militaire, l'empereur se doit tout de même de répondre au Landsraad. C'est-à-dire qu'il y a un réel équilibre ultra sensible entre l'impérium, l'empereur et les maisons du Landsraad, tel que le premier qui ferait un mauvais move à l'encontre de l'autre pourrait se voir renversé, voire annihilé. Chaque action doit se faire finalement dans l'ombre. Tout doit être que plan dans le plan dans le plan. Je pense que ça parle assez bien. Comme tout le monde, le Landsraad se doit de respecter les 3 préceptes du djihad butlérien, c'est-à-dire de ne pas utiliser d'armes atomiques, de ne pas utiliser d'armes biologiques, ni de créer des machines à l'image de l'homme. Mais il est aussi régi par un code qu'on appelle les faux freluches. Pour faire simple, c'est l'équivalent des règles de bonne conduite de Nadine de Rothschild.
La maison Corino est connue comme étant la première des grandes maisons. Elle est dirigée par l'empereur Padishah Shaddam IV. Cela fait maintenant 10 000 ans qu'elle règne sur l'Imperium. En fait, il s'agit de l'ancienne famille Butler qui, après la fin du djihad butlérien, a pris le nom de Corino suite à la dernière grande bataille qui s'est passée contre les machines sur la planète Corin. Elle est connue également pour son bras armé, les Sardaukar, qui est une armée d'élite, et j'en reparle juste après. La deuxième grande maison, très appréciée de tout le monde, c'est bien sûr les Atréides. La légende veut que cette maison remonte à la Grèce antique, sur Terre, le berceau de l'humanité. C'est une famille qui s'est hissée au premier plan lors du djihad butlérien, et notamment à la bataille de Corin. La maison Atréide est dirigée par le duc Leto Atréide, qui est le cousin de l'empereur Padishah Shaddam IV, mais aussi du baron Vladimir Harkonnen. La planète Caladan est une planète majoritairement immergée, dont la première ressource économique est l'agriculture, et elle exporte deux denrées très importantes pour l'Imperium, le ripundi, ainsi que la fourrure de baleine. La maison Atréide est connue pour ses valeurs de justice, d'honneur, de droiture. C'est ce qui fait qu'elle est très appréciée, à l'exception des Harkonnen, puisque c'est leur ennemi juré. Cependant, c'est aussi tout cela qui a rendu l'empereur très méfiant à l'encontre du duc Leto Atréide. La maison Harkonnen est la troisième grande maison majeure du Landsraad. Alors, fait intéressant, il y a quelques temps, quelques siècles, c'est une maison qui a été bannie de l'Imperium par l'empereur, mais elle a pu regagner ses titres de noblesse au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire revenir sur le devant de la scène au rang de maison noble via des complots, beaucoup d'argent et beaucoup de sang. Le fief des Harkonnen est la planète Jedi Prime. C'est une planète industrialisée à l'extrême avec un faible potentiel photosynthétique, ce qui veut dire que quasiment aucune plante ne pousse sur la planète. L'esclavage y est légal, c'est même très courant. La législation est draconienne. Beaucoup de conflits se règlent d'ailleurs dans une arène. La maison Harkonnen est dirigée par le Siridar baron Vladimir Harkonnen, connu pour ses assassinats, comme étant le personnage le plus malsain de tout l'univers, extrêmement sadomasochiste. Ce personnage est tellement gros qu'il est dans l'incapacité de se déplacer. Il est donc affublé de divers suspenseurs, le permettant de voler telle une petite fée. Tous les Harkonnen sont connus pour leur ambition, leur malveillance, leur brutalité et leur haine. La guilde spatiale fut créée en l'an 0 du calendrier impérial. C'est un des piliers d'équilibre de l'Imperium puisqu'elle a le monopole absolu des voyages spatiaux. Alors les vaisseaux de la guilde sont appelés des longs courriers, ils sont dirigés par des navigateurs. Ce sont des vaisseaux extraordinairement grands puisqu'ils peuvent contenir l'équivalent de flottes entières. Donc imaginez des centaines de milliers de vaisseaux dans un seul et même vaisseau. Une représentation de ces vaisseaux est vraiment pas mal dans le film de Villeneuve, c'est-à-dire cette espèce de grand tube où les vaisseaux viennent se placer et qui crée un tunnel entre chaque bout de l'univers. Le coût de transport de ces vaisseaux est faramineux. Il peut parfois aussi dépasser la capacité financière de tout un monde. La guilde suit un principe de neutralité qui l'arrange bien, puisqu'elle transporte sans discrimination tout ce qu'on peut lui demander de transporter. Seule obligation, ça va être de déclarer ce que tu transportes. Ce qui fait que la guilde sait exactement toujours ce qu'elle transporte. Alors ce monopole sur le voyage spatial procure à la guilde d'immenses revenus qui lui permettent d'acquérir de grandes quantités d'épices, et ce même en temps de crise. Il faut savoir que la guilde est le premier consommateur d'épices de l'Imperium. C'est cette consommation qui la lie dangereusement à la personne qui contrôle l'épice. Les vaisseaux de la guilde sont dirigés par des navigateurs. Les navigateurs, c'était anciennement des humains qui ont muté après être restés trop longtemps au contact de l'épice. En fait, il faut savoir qu'ils évoluent et qu'ils vivent dans des cuves remplies de gaz d'épices, et ils ne quittent quasiment jamais leur vaisseau. La relation qu'ils ont avec l'épice, le fait d'être constamment saturés d'épices, leur donne accès à une semi-prescience leur permettant de choisir
le trajet le plus sûr lors d'un saut spatial. Si il n'avait plus d'épices, le voyage spatial serait impossible ou extrêmement dangereux, puisque les risques de collision en sortie de saut seraient extrêmement nombreux. Je veux dire, on peut à tout moment arriver dans une planète, arriver dans un champ d'astéroïdes ou ne pas arriver du tout. Enfin, il faut savoir que la Guilde, comme tout pouvoir dans l'Imperium de ce niveau-là, est constamment impliqué dans tous les complots et a constamment ses propres plans pour gagner en puissance, en pouvoir et surtout se garantir un accès sans limite à l'épice. Pourquoi je vous dis ça? Je voudrais vous donner conscience du rôle que la Guilde a joué dans la chute de la maison Atréide. Pour rappel, l'empereur commence à jalouser Leto Atréide, commence à voir qu'il est capable de rassembler le Landsraad. Il va donc utiliser la maison Harkonnen pour qu'elle écrase toute la maison Atréide. L'empereur prête des Sardaukar à la maison Harkonnen. Mais tous les gars, tout le matériel, toute l'artillerie qui a été transportée sur Arrakis pour cette fameuse attaque ont été transportés par la Guilde. Elle était tout à fait au courant que le baron Vladimir Harkonnen ainsi que l'empereur allaient attaquer Arrakis et donc attaquer la maison Atréide. L'ordre du Bene Gesserit est une sororité qui exerce une influence majeure à des niveaux politiques ou religieux à travers l'Imperium. Ça fait des siècles que l'ordre met son nez un peu partout. C'est un ordre très secret et très mystérieux qui préfère influencer et agir dans l'ombre plutôt que d'avoir une place active et de premier plan dans l'échiquier politique. Tous les membres de cet ordre s'entraînent tout au long de leur vie afin de gagner des capacités physiques et mentales qui vont au-delà de l'humain. Du fait des compétences dont dispose le Bene Gesserit, celui-ci fait l'objet d'alliances avec quasiment toutes les forces en place. L'ordre arrive aussi à garder son influence en éduquant et en proposant son enseignement aux femmes des grandes maisons. Elle propose aussi des services de diseuses de vérité ainsi que de conseillères de première classe. Elle place aussi des initiés en tant qu'épouses ou concubines dans la plupart des grandes familles et plus particulièrement au sein des maisons nobles. L'exemple parfait étant la famille Atréide avec Dame Jessica. L'un des secrets les mieux gardés du Bene Gesserit, c'est son programme génétique millénaire. Il s'agit d'aboutir à l'être parfait, le Kwisatz Haderach. C'est un être qui aurait une mémoire génétique illimitée et qui aurait connaissance du passé et du futur. Quasiment un dieu. Enfin, ce sont des femmes qui ont accès à des capacités, donc comme je l'ai dit, surhumaines. Par exemple, elles ont les capacités de pouvoir bouger le moindre muscle indépendamment de leur corps. Elles ont ce qu'on va appeler la manière, c'est-à-dire sont capables de comprendre le moindre geste, la moindre attitude de quelqu'un et de savoir ce qu'il pense. Elles ont la voix, c'est-à-dire via un travail sur le larynx et certaines harmonies, elles peuvent se faire obéir. Elles ont aussi des réflexes éclairs, elles ont accès à leur mémoire génétique, c'est-à-dire qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes la plupart des femmes qui l'ont précédée, donc elles peuvent avoir conseil de ces femmes-là. Sur toute l'œuvre, je dirais que c'est la faction la plus importante. Les Fremen, dérivés du mot Freemen, sont le peuple qui habite la planète Arrakis et la planète Dune. Ce sont les descendants du peuple religieux et vagabond Zensunni. C'est un peuple qui a subi pogroms, génocide, diaspora et même esclavage depuis des millénaires. La religion Zensunni se caractérise par l'importance accordée au mysticisme et aussi ce qu'ils appellent les voies du Père. On peut très bien imaginer que cette religion est un peu archaïque, voire très conservatrice. Si j'ai bien compris, c'est un mélange, un hybride entre le bouddhisme et l'islam sunnite. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire par contre. Refoulé dans la plupart des mondes, le peuple Zensunni finit par trouver une planète désertique qu'ils appelleront Dune, et profondément marqué par la vie vécue de leurs ancêtres, leurs conditions d'apatride, le mépris des autres peuples, ils se déclarent les hommes libres de Dune, les Freemen. Les Freemen se distinguent par leur féroce capacité de combat, ainsi que par leurs aptitudes à survivre dans des milieux extrêmes. Toute leur culture est centrée autour de l'eau,
puisque c'est la denrée la plus rare sur cette planète. Tout tourne autour de la préservation et la conservation de l'eau. Enfin, les conditions dangereuses d'Arrakis, qui font que seuls les plus forts survivent, ont participé au fait de faire de ces guerriers de véritables machines à tuer au corps à corps. Par leur histoire et le contexte dans lequel ils grandissent, les Fremen sont des combattants supérieurs aux Sardaukar. Pour cela, Leto Atreides a souhaité les rallier à sa cause afin de s'assurer une potentielle victoire en cas d'attaque Harkonnen ou Sardaukar. Les Sardaukar sont des guerriers fanatiques reconnus et craints à travers tout l'Imperium pour leur violence et pour leur prouesse au combat. Ils répondent directement à l'empereur Padishah Shaddam IV et ils sont d'ailleurs la force de frappe exclusive de l'empereur. Les Sardaukar sont sélectionnés au sein de la population carcérale de la prison Salusa Secondus, qui est le fief de la maison Corrino. Ils subissent un entraînement tel que 10 personnes sur 13 décèdent, tout simplement. Et cet entraînement va quasiment supprimer l'instinct de conservation, ce qui va les rendre militairement impitoyables. Enfin, pour vous donner une idée, il faut savoir qu'un Sardaukar vaut à peu près 10 hommes au combat, et qu'ils n'ont jamais connu de défaite à travers l'histoire, jusqu'à la bataille d'Arrakeen. Alors, le ou la chaume, ça va dépendre des trades. Selon, tu vas avoir la compagnie des honnêtes aubeurs marchands, ou le combinat des honnêtes aubeurs marchands. Bref, le chaume, c'est la structure économique unique de l'Imperium. Elle gère le marché, on va dire, au niveau galactique. Toute transaction de services ou de produits, du moment qu'il est interplanétaire, va passer par le chaume. Tout ce qui est de l'ordre du marché secondaire, par exemple le marché économique d'une planète, est laissé à la maison régnante. La chaume va être composée du trône du lion, donc de l'empereur, qui a 51% des parts, du Landsraad, donc du regroupement des grandes maisons et des nobles, du Bene Gesserit et de la guilde, même si ces deux derniers n'ont un rôle que de conseiller. La chaume n'a pas un rôle de premier plan dans Dune. Elle a plus un enjeu de pouvoir ou un rôle de terrain neutre. Et d'ailleurs, dès que Paul Muad'Dib arrive au pouvoir, elle va doucement s'effacer, puisque lui va instaurer une nouvelle façon de voir les choses. Le Bene Tleilax, c'est pas très apprécié au sein de l'Imperium. Et c'est peu de le dire, parce que en plus d'être très secret, qui, dans l'univers de Dune, entraîne pas mal de suspicions, ces mecs-là agissent, fomentent et manipulent à tout bout de champ. Personne ne peut les blairer, quoi. Ils sont surtout très connus pour leur prouesse génétique et biologique aussi. Pouvant créer des golas, des membres artificiels, que ce soit des yeux, des bras, mais aussi parce que ils utilisent ce qu'ils appellent les cuves Axolt. On apprendra ce que c'est que dans le dernier bouquin. Et effectivement, c'est des gros dégueulasses, quoi. Les Tleilaxus, c'est encore une fois une société religieuse et fanatique. Ils se considèrent, si vous préférez, en guerre sainte perpétuelle contre tout le monde. Alors ils contrôlent plusieurs planètes qui leur donnent suffisamment de pouvoir pour pouvoir égaler les maisons nobles. Ils ont quand même un poids politique, même si encore une fois, personne ne peut les blairer. Contrairement à toutes les maisons nobles, les Tleilaxus disposent d'une avancée technologique assez énervée. Personne au cours de l'histoire n'a déjà vu une femelle Tleilaxu. Il s'agit en fait de leur plus grand secret. Alors le fait de ne jamais avoir vu de femme Tleilaxu, ça embête un peu le Bene Gesserit, puisque ne pouvons pas mettre la main sur une femme Tleilaxu, elles n'ont pas accès à la mémoire génétique de ce peuple-là. Contrairement au reste de l'Imperium qui évolue dans une société féodale, disons. Le Bene Tleilax, lui, a une société méritocratique, donc c'est vraiment tout se fait au mérite, le meilleur est en haut, mais surtout a une société qui est basée exclusivement sur le secret de sa religion. Enfin, outre la génétique, toutes les manipulations cheloues que ces mecs peuvent faire, on va leur devoir la création d'une sous-faction qui s'appelle les danseurs visages. Dans la saga de Dune, les danseurs visages sont des êtres polymorphes
hermaphrodites et stériles, et ils sont la création du Bene Tleilax. Ils sont la plupart du temps utilisés en tant qu'assistants, esclaves, assassins, espions, et le plus connu se nomme Scytale, il apparaît dans le Messie de Dune, c'est un de mes persos préférés d'ailleurs. Bref, ce sont de véritables caméléons humains, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer d'apparence et de voix au gré des besoins du moment ou de leur mission. Si en plus ils ont ce qu'ils appellent la sympathico, ils vont absorber la psyché et la mémoire de la personne copiée. Certains danseurs visages deviennent des artistes de cirque, de théâtre. Ils voyagent alors en troupe, de planète en planète, pour faire des représentations, et se servent de cette couverture pour en fait mettre en place des opérations d'espionnage de très très grande envergure. Au niveau de leur véritable forme, rien n'est bien défini. On sait qu'ils ont la peau grise et les traits très basiques, ils n'ont pas de cheveux, pas de poils, tout ça. Faut imaginer en fait un template d'être humain. Quand tu crées ton perso dans un jeu, tu mets tous les curseurs au milieu, quoi. Enfin, concernant son aspect, il peut la conserver plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais c'est quelque chose qui n'est jamais définitif. On n'en parle pas beaucoup dans les bouquins, tout ce que l'on sait c'est que son nom vient de la numérotation romaine du chiffre 9, et que phonétiquement c'est devenu X, et donc ses habitants sont les Ixiens. C'est la principale source de technologie de tout l'Empire. Alors son industrie, ainsi que son économie, est spécialisée dans les technologies de pointe. Elle va créer toutes sortes d'objets pour l'Empire, allant du bouclier portatif au long courrier pour la guilde. Il faut quand même savoir que tout progrès technique est quasiment banni de l'Empire. Cependant, l'empereur et puis la maison Atreide autorisent X à créer de nouvelles technologies qui flirtent un peu avec les interdits du djihad butlérien, et c'est souvent limite. X va prendre plus d'importance au moment du bouquin L'Empereur Dieu, la planète va fournir à l'empereur la plupart des objets nécessaires à l'enregistrement de ses mémoires, mais également va travailler et réussir à produire ce qu'on va appeler des non-espaces ou des non-vaisseaux, c'est-à-dire des endroits ou des vaisseaux non détectables par les Prétiens. Que ce soit la descendance Atreide ou que ce soit la guilde et les navigateurs. Alors il n'y a pas grand chose sur Gynaz dans les bouquins de Franck, si ce n'est qu'on sait que Duncan Idaho est un maître d'escrime de Gynaz. Les maîtres d'escrime servent au sein même des maisons nobles, que ce soit en tant que garde du corps, professeur de combat ou enseignant pour les membres de la famille. Mais surtout, ce sont des stratèges d'élite, des militaires de premier ordre. Ils sont considérés comme des guerriers supérieurs dans tous les domaines, et même souvent supérieurs aux Sardaukar. Le Swordmaster manipule les armes blanches comme personne. Pour rappel, on est dans un univers où tout le monde est équipé d'un bouclier, c'est-à-dire que les armes à projectiles rapides sont parfaitement inutiles. Donc l'utilisation d'armes à feu ou d'artillerie, voilà, OSEF. Le laser, on oublie, puisqu'en fait, il y a une réaction qui se crée quand tu tires au laser sur un bouclier, c'est que ça génère une explosion atomique qui va détruire tout ce qu'il y a au milieu, tu t'en doutes, mais le porteur du bouclier comme le tireur du laser, quoi. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi dans le film ils se battent tous au corps à corps? Parce qu'il n'y a plus que ça qui marche. Et enfin, le maître d'escrime le plus connu, ou en tout cas à l'époque où se passe Dune, c'est Duncan Idaho, quoi. Ce mec-là fait trembler les Sardaukar. Les mantas sont des êtres humains dont les capacités cognitives de calcul et de raisonnement ont été poussées à l'extrême. Ils sont capables de résoudre des calculs ou de faire des projections qu'aucun être humain ne saurait faire. Ce sont en fait des ordinateurs humains dont les déductions sont... c'est quasi de la préscience à ce niveau-là. Ils passent dans un mode qu'ils appellent computation, et pour moi c'est décrit de la même manière que lorsque Paul évolue dans ses mémoires secondes. Leurs capacités intellectuelles et de calcul n'ont égal que leur entraînement physique et leur capacité martiale. Chez eux, tout a été poussé à l'extrême, en vue d'occuper des postes la plupart du temps de premier plan, comme conseiller ou maître assassin. Très souvent, les mantas sont caractérisés par des taches rouges autour des lèvres, qui est due au jus de Sappho. C'est la drogue la plus répandue chez les mantas, puisqu'elle décuple les capacités de calcul, ainsi que les facultés cognitives. Parmi les mantas, il y a une sous-faction aussi qui est intéressante. On n'a pas beaucoup d'infos, c'est ce qu'on appelle les Twisted Manta, les mantas tordus.
Donc ils sont issus des centres de formation clandestins du Bennett-Lellax, encore eux. Hein. Et le meilleur exemple de ces mantas tordus est Peter De Vries, qui travaille pour la maison Harkonnen. Ce sont en fait des mantas pervertis par le Bennett-Lellax en vue d'approcher chaque problème de la manière la plus vicieuse, parfois même la plus illogique, mais surtout en vue de répondre aux besoins sadiques des maîtres ou des futurs maîtres de ces mantas tordus. L'école Souk est une organisation médicale qui forme les docteurs les plus compétents de tout l'univers. On est sur le top du top là. Outre leur excellente formation, les membres de l'école Souk sont connus pour leur infaillible loyauté à l'égard de leurs patients. Ils sont en fait incapables d'infliger le mal. C'est ce qu'on appelle le conditionnement impérial. C'est un procédé mental hyper strict que l'on implante au plus profond de leur psyché. On a longtemps cru d'ailleurs que ce conditionnement était infaillible. Pour toutes ces raisons, c'est quelque chose d'assez onéreux. Du coup, seul l'empereur, quelques grandes maisons et les plus fortunés peuvent se payer les services d'un médecin souk et de le rattacher à lui. Ceux qui ont réussi leur formation et qui ont reçu le conditionnement impérial se voient apposer un tatouage en forme de diamant au milieu du front. C'est le signe caractéristique de l'école souk. Le plus connu des docteurs souk s'appelle Wellington Yue. Il est connu malheureusement car c'est le seul dont le conditionnement impérial fut brisé. C'est arrivé d'ailleurs qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'Imperium. Et pour la petite histoire, c'est le baron Harkonnen qui a réussi ce tour de force. Alors je fais une micro-parenthèse autour du bouquin L'Empereur Dieu, le bouquin qui vient conclure la saga Atréide. On est 3500 ans après l'arrivée de Paul Atréide sur Arrakis. Les factions présentées ont maintenant beaucoup moins de pouvoir. Le Landsraad et les grandes maisons existent toujours, mais on n'en entend plus parler. On sait que la maison Harkonnen a disparu. Et on sait aussi que la maison Corrino est maintenant dirigée par un vieux sénile. La guilde est clairement à genoux, d'une part par le manque d'épices, et de deux parce que l'Empereur Dieu a interdit les voyages spatiaux. Le Bene Gesserit tente tant bien que mal de comprendre l'Empereur Dieu, et si possible de le rallier à leur cause. Les Fremen n'existent quasiment plus, ou en tout cas ne sont que les ombres de leurs ancêtres. On les appelle d'ailleurs maintenant des Fremen de musée. Le Oulachom n'existe plus vraiment. On ne parle plus de Djinaz ni de l'école Souk. Et enfin, il n'y a plus de Mentat, car Leto II les a interdits. Personnellement, je considère l'empereur Dieu Leto II Atréide comme une faction à part entière. Se déterminant comme l'ultime prédateur de l'humanité, il se met philosophiquement et de facto en dehors de cette dernière. De plus, et en mettant de côté son aspect physique, c'est sa déité et son omniscience qui en font une faction à part entière. Leto II est le fils de Paul Atréide. C'est aussi le vrai Kwisatz Haderach. Il succède à Paul sur le trône du Lion et va régner pour 3500 ans. Au moment où il accède au trône du Lion, il amorce une fusion avec les Truites des Sables, le transformant jour après jour en ver géant. Véritable représentation du dieu Shaolud, dieu initial des Fremen. Né prescient, Leto II est aussi le point final du programme génétique du Bene Gesserit. Programme génétique qu'il va s'accaparer puisque pendant 3500 ans, il va accoupler les descendants Atréides avec des Gholas de Dun-Kanidaho en vue d'obtenir une nouvelle espèce d'humain. L'empereur Dieu dirige l'humanité d'une main de fer. On l'appelle même le tyran. Il arrive à contrôler l'Imperium grâce à ses pouvoirs de pression, mais aussi grâce à ses cohortes de truitesses qui sont son bras armé, sa garde personnelle. Bon, il faut en imaginer des millions. Pendant 3500 ans, il interdit à l'humanité de voyager dans l'espace. Donc tout le monde est confiné chez soi. C'est une paix forcée, qui s'appellera la paix de Leto d'ailleurs, qui va générer un besoin de liberté quasi viscéral. Leto II a vu la fin de l'humanité, et il sait que pour que celle-ci y survive, elle doit évoluer, mais aussi elle doit se répandre à travers l'univers. Il offre donc 3500 ans de paix à l'humanité, et il lui offre aussi ce besoin de liberté, de telle sorte qu'à sa mort, quand les barrières tombent, l'humanité va se répandre. Alors, avant de se répandre, elle va passer par un âge qui va s'appeler la Grande Famine. L'économie va s'effondrer puisqu'elle est basée sur l'épice, et à ce moment-là, il n'y a plus de ver des sables. Du coup, la Grande Famine se faisant, l'humanité va s'enfuir. C'est ce que Leto appelle son sentier d'or. Et la fin de l'humanité, c'est ce qui s'appelle Kralizec.
Et donc, Leto 2 a été un tyran pour de bonnes raisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour les retours sur la première vidéo. Alors là, j'ai mis 3 mois pour faire une deuxième vidéo. J'espère que ça ira plus vite pour les suivantes. Parce que c'est putain qui est long, c'est putain de long, quoi. Je pense que je vais essayer de faire des formats de 5 minutes pour parler d'un sujet particulier, je sais pas encore. En tout cas, merci. Hein. Encore une fois, c'était un plaisir à réaliser, c'était un plaisir à faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Lâche un pouce bleu, partage, commente, tout ça, c'est gratuit, ça te coûte rien. Abonne-toi, ça fait plaisir. Dune, c'est énorme, il y a tout dans Dune. À bientôt.